Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur Tandem TV et c'est un plaisir de vous retrouver parce que ce soir, on va rentrer chez vous. Ce soir, nous allons faire de la hasbara. Les hasbires, expliquer. On va faire de la hasbara parce que vous, comme nous, on entend des choses. On entend des choses et parfois des choses qui nous heurtent. Pourquoi ? Parce que certains d'entre nous savent des choses, ont des connaissances historiques. C'est le cas, par exemple, de celui qui est à ma droite, Jérôme. Bonsoir Avi. Que vous connaissez bien sûr, il est guide d'Israël, historien. Il sait des choses, mais aussi Evelyne. Evelyne, qui est la dernière arrivée, mais pas la moindre, croyez-moi, elle sait aussi poser les bonnes questions. Pourquoi ? Parce que nous avons tous en commun de vivre ici le cours de l'histoire. Nous vivons le cours de l'histoire avec sa distance parfois, et parfois ses émotions, celles qui nous impliquent. Alors on a, avec vous, des questions à se poser sur ce qu'on entend, sur ce qui se dit. On a des choses à dire. On a décidé de le dire avec vous. On a décidé d'être dans votre salon pour le dire avec vous. Alors, pour commencer, il y aura 4 thématiques qui vont être abordées. On va commencer par la première thématique et élégance oblige. Je laisse la parole à Evelyne qui va nous parler, ça semble paradoxal, mais du bilan de la guerre. Vous allez comprendre pourquoi. Bonsoir Avi, bonsoir Jérôme. Alors nous sommes au 242e jour de la guerre. Cette guerre, glaive de fer, Haravot Barzel, qui nous a été imposée le 7 octobre dernier par le Hamas. Cette guerre que la communauté internationale, y compris les États-Unis, nous sommes d'arrêter au mépris de l'inquiétude d'une grande partie de la population israélienne qui voit dans ce cessez-le-feu la menace potentielle d'autres 7 octobre, voire pire, comme promis ouvertement par le Hamas à qui veut bien l'entendre. Pourtant, les Israéliens, dans leur grande majorité, sont plutôt de nature optimiste. J'en connais pas un seul qui ne rêve pas aujourd'hui de vivre en paix et de retrouver une vie normale. Évidemment qu'on aspire tous à retrouver notre quotidien, qu'on aimerait tous sortir sans se poser la question de savoir quel est l'abri le plus proche. Évidemment qu'on aimerait également ne plus appréhender de se réveiller tous les matins et de découvrir les chiffres morbides du décès de nos soldats qui sont bien trop nombreux. Évidemment qu'on prie aussi tous les jours pour que nos otages retrouvent leur famille, ou ce qu'il en reste, et que les citoyens déplacés en Israël puissent rentrer chez eux. Et enfin, évidemment qu'on est tous touchés par la mort et par les tragédies dans les 2 camps. Alors oui, on voudrait tous que cette guerre s'arrête. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour permettre ce fameux cessez-le-feu qui ramènera la sécurité dans les foyers israéliens ? Et si nous décidions de poursuivre cette guerre, c'est une deuxième question, est-ce qu'on a encore une chance d'atteindre nos objectifs ? On va rappeler qu'au départ, il y avait 2 objectifs qui étaient de mettre à néant les capacités stratégiques et militaires du Hamas et, d'un autre côté, de ramener les otages. C'était les 2 objectifs et il y a quelques chiffres qui sont importants à donner pour faire le bilan. Nous sommes encore une fois aujourd'hui au 242e jour de la guerre. Depuis le début de cette guerre, déclenchée par le Hamas, nous avons perdu près de 1600 Israéliens, dont 644 soldats. Plus de 16 000 personnes ont été blessées. On a reçu, il y a quelques semaines sur Tandem, des équipes chargées d'aider à la réinsertion de tous ces soldats, notamment qui sont blessés. Maintenant, il y a la question des otages. Il y a la question des otages. Combien on a d'otages ? Est-ce que tu saurais nous dire, Jérôme, aujourd'hui ? Alors, combien il reste d'otages et sur combien de personnes on pourrait compter et combien on pourrait en récupérer ? C'est une très bonne question et c'est important parce que un des 2 enjeux, encore une fois, de cette guerre, dès le départ, c'était de ramener les otages. À ce jour, au 242e jour de la guerre, on a 124 otages dans les geôles du Hamas, dont 43 ont été déclarées mortes par les autorités. Les autorités israéliennes. Les autorités israéliennes, tout à fait. Donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'il en reste à peu près 80. À peu près 80, dont on estime à ce jour... C'est ça, c'est potentiel. Exactement, qu'elles sont en vie.
120 000 personnes, notamment les habitants du Nord, sont toujours en dehors de chez eux. Il faut s'imaginer 120 000 personnes dans un autre pays, dans n'importe quelle autre démocratie, comment le gouvernement, les autorités ou les militaires réagiraient si 120 000 personnes étaient déplacées de chez eux à cause d'un conflit. Et un autre chiffre, il faut rappeler qu'on a 300 000 réservistes qui sont toujours mobilisés. Maintenant, une des questions, peut-on toujours réaliser les objectifs de cette guerre ? Si on doit répondre sur le plan strictement militaire, nous avons, si je reprends les propos de quelqu'un qui sait qu'il est observé par le multifocus de la planète, c'est le chef d'état-major Herzi Halevi. Le chef d'état-major Herzi Halevi a dit 80% des objectifs militaires de la stratégie de Tsahal, qui n'était peut-être pas celle du début, bien entendu, qui a fonctionné aussi, et c'est toute la capacité de Tsahal de pouvoir s'adapter à la situation courante. Il dit 80% des infrastructures aujourd'hui sont sous contrôle israélien. Alors, Avi, je t'interromps parce que Evelyne disait tout à l'heure qu'on avait éliminé un tiers des terroristes du Hamas. Comment ça, le côté... En fait, quand on dit qu'en fait, on aurait éliminé, on dit ça en Israël, qu'on aurait éliminé 13 000 terroristes du Hamas, que globalement, entre le Hamas et le djihad islamique dans la bande de Gaza, ils sont 36 000. L'un dans l'autre, on est à peu près un tiers. Comment il peut nous dire aujourd'hui qu'on serait à 80% d'atteinte des objectifs ? Alors, nous parlons bien ici, et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'infrastructure. C'est-à-dire, en fait, des outils qui permettent à des groupes terroristes, parce que on parle toujours du Hamas, mais il faut pas oublier qu'il y a le FPLP, le djihad islamique, et bien sûr quelques-uns de Daesh et quelques-uns de Al-Qaïda qui se sont mêlés à cette histoire, qui ont été mêlés d'ailleurs à cette histoire, qui viennent d'Irak ou du Liban, et donc ou de Syrie, pardon, et donc tous ces groupes-là, effectivement, sont aujourd'hui avec un manque d'outils. Il y reste à peu près selon les dires du porte-parole de Tsahal, à peu près une cinquantaine de tunnels donc à Rafia, c'est-à-dire donc à la ligne de l'axe Philadelphie. Il resterait une cinquantaine de tunnels de la taille qu'on a découvert, qui sont de véritables autoroutes avec 2 camions qui peuvent rouler en sens inverse. Et nous aurions donc effectivement encore des niches d'explosifs qu'il va falloir effectivement mettre hors d'usage. Mais l'infrastructure qui permet au Hamas d'être en situation de pouvoir répéter un 7 octobre, voire de lancer des roquettes comme il le faisait avant le 7 octobre, là, c'est 80% des outils qui sont contrôlés par Tsahal. C'est ça que nous voulons dire. Bien évidemment que, oui, il y a 2 tiers en termes de groupes militaires, de topographie, etc., qui aujourd'hui sont sous le contrôle d'Israël. Mais est-ce que ça veut dire que la guerre est finie ? Non. Donc je veux bien entendre les informations que tu viens de nous confirmer et qui sont des informations qui sont données donc par les plus hautes autorités militaires. Pour autant, il y a d'autres fronts qui sont ouverts en Israël. Alors, on nous promet que dans le cadre de l'accord qu'a proposé Joe Biden vendredi soir dernier, on nous promet que si la guerre à Gaza s'arrête, alors les autres fronts devraient s'arrêter d'eux-mêmes. Et je parle notamment du front nord. Pour donner aussi quelques chiffres par rapport à ça, le Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran, c'est entre 150 000 et 200 000 terroristes qui n'ont qu'une mission, c'est celle de nous éradiquer. Jusqu'à présent, donc on est le 4 juin aujourd'hui, on a reçu pratiquement 5000 missiles de leur part.
à raison d'une 30aine par jour, hein, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Des incendies qui se sont déclarés dans le Nord d'une ampleur considérable. Comment on peut imaginer que la guerre puisse s'arrêter dans des conditions pareilles? Ça voudrait dire qu'en fait, alors, on va peut-être mettre fin à la guerre à Gaza, et donc peut-être qu'en effet, on va aller dans le sens du plan qui a été proposé visiblement par Netanyahou, mais aussi par Biden, et dire ok, la guerre se termine, mais qu'est-ce qui se passe avec le Nord du coup? On va rappeler que ce plan est valable à l'instant où nous parlons, le 4 juin, mais que la situation évoluant de jour en jour, on ne sait pas si ce plan demain sera toujours celui qui est proposé aujourd'hui. Alors ce dont on peut parler, c'est les prospectives qui sont celles de Tsahal et qui sont celles-ci ouvertes donc à nos téléspectateurs, à savoir que l'objectif, si 80% donc serait maîtrisé à Gaza, dit Herzi Halevi, le chef d'état-major de Tsahal, ça veut dire que nous serions, et là je cite sa déclaration, nous serions dans la situation où nous pourrions démobiliser finalement et accepter une cessation, un cessez-le-feu dans des conditions très strictes, et finalement peut-être aussi en même temps couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui aujourd'hui à l'étranger ou ailleurs veulent nous imposer un petit peu leur diktat. C'est que nous déciderions dans le cadre d'un accord que nous avons rempli nos objectifs, qui a été celui d'enlever finalement le fusil des mains des terroristes, et que nous sommes aujourd'hui susceptibles de pouvoir démobiliser l'armée tout en restant bien sûr dans le cadre d'opérations militaires. Et auquel cas, transition vers le front nord, nous sommes effectivement ici toujours dans une guerre qui, parfois dans un espèce de va-et-vient, moi un peu plus un jour, toi un peu plus le lendemain, etc., etc. La seule différence, c'est que il semblerait que Tsahal soit beaucoup plus précis, beaucoup plus à cibler que ne le fait le Hezbollah, même si aujourd'hui on peut dire qu'il y a des villes qui ne sont pas touchées par hasard et qu'il y a des bases militaires qui n'ont pas été touchées non plus par hasard. Donc il y a effectivement pour l'instant un schéma qui pourrait ressembler à celui qui serait celui de Tsahal à Gaza, celui d'opérations militaires, de la même façon qu'il y en a aujourd'hui pour le Nord, et j'allais dire est presque anticipé, qui se passe depuis bien avant Netanyahou, du temps du mandat du gouvernement Bennett et Lapid, où l'opération était focusée sur la Judée-Samarie pour mettre un terme à la propension du Hamas à vouloir prendre le pouvoir face à l'autorité palestinienne. Moi, dans tout ce que tu dis, Avi, je retiens un chiffre qui est très important, c'est ce chiffre de 80%. Parce que, comme beaucoup, on a le sentiment que la guerre n'avance pas, qu'on compte les morts, qu'on tue des terroristes, mais que, comme on parle d'une idéologie, on ne pourra jamais gagner. Ce chiffre très révélateur est une vraie victoire et très rassurant. C'est de dire qu'avec 80% à ce jour des infrastructures du Hamas détruites, on élimine le plus gros de la capacité de nuisance du Hamas. C'est exactement ça. Ouais. Sauf que j'ai envie de dire quand même, parce que ce chiffre de 80%, tu l'évoques ce soir, j'imagine que beaucoup d'Israéliens le connaissent, c'est que pour autant, la société israélienne continue de se déchirer, en fait. Certains étant pour, justement, ce cessez-le-feu, en donnant la priorité au retour des otages. D'autres étant plus sur un intérêt collectif qui viserait à la sécurité du pays d'abord et avant tout, et qui primerait sur n'importe quoi d'autre. Et évidemment, une classe politique qui est également très divisée sur la question. Est-ce qu'on va parvenir un jour à réunir tout le monde? Parce que finalement, quand on donne un chiffre de 80%, moi j'ai envie d'être très optimiste. Alors, il y a quelque chose qu'il faut dire tout de suite. Hein. Deux juifs, trois avis? Non, quelque chose qu'il faut dire tout de suite, c'est que
nous avons mené une campagne militaire qui était bien sûr organisée, qui aurait dû être mieux préparée, qui aurait dû être anticipée, qui avait été anticipée dans des simulations, dans des modélisations qui avaient été faites depuis très très longtemps, puisque je vous rappelle que le plan Allon était justement celui qui avait envisager donc ce genre de scénario qui s'est passé le 7 octobre, et donc là nous parlons de plusieurs décennies, donc c'est vous dire à quel point effectivement il y a quelque chose d'impréparation qui est absolument tragique et qu'il faudra effectivement résoudre sur le plan politique, et j'allais presque dire sur le plan sociétal aussi. Donc il y a déjà ce point-là. Mais dans le même temps, vous sentez bien cette espèce de flottement qu'il y a au sein de cette grande famille des otages, mais au sein même du conseil de guerre du gouvernement qui réunit le panel du centre-gauche jusqu'à la droite dure d'Israël. Ce flottement qui... c'est quoi la priorité ? D'aller remplir les objectifs militaires ou de libérer les otages. Et finalement, on voit quand même que des politiques, peut-être poussés à la roue, se disent non, la priorité c'est qui sauve une vie, sauve l'humanité. Très bien. Mais dans le même temps, on ira jusqu'au bout. Et d'autres qui disent non. Tout d'abord pour les otages, et quitte à terminer la guerre maintenant. Et finalement, on sent bien que dans le flottement, il y a quelque chose qui ressort. C'était un dernier sondage de Pew qui indiquait que finalement, on était un peu dans le comme si. Et comme si, toi qui es historien, tu te rappelles, c'est Ben Gourion. Combattons le livre blanc comme s'il n'y avait pas les Allemands, et les Allemands comme s'il n'y avait pas le livre blanc. Finalement, ça a toujours été ça, notre choix, notre dilemme. Le dilemme que nous vous posons sur la table, là, à vous aussi, téléspectateurs, c'est que, comme si, nous sommes obligés, pour dire les choses, de penser la paix. C'est ce que voudraient certains, c'est qu'on parle tout de suite de comment on va gérer Gaza, donc comment on va pouvoir être en paix, mais comment l'être sans la sécurité ? Et dans le même temps, ceux qui disent il n'y aura pas de paix avec eux, eh bien, il faut trouver cette espèce de médian, de quelque chose de comme un compromis qui puisse satisfaire tout le monde. Et ça, c'est l'histoire d'Israël. Et au nord, comme en Judée-Samarie, comme à Gaza, nous sommes dans cette complexité. Et je serais presque tenté, puisque ça répond aussi à ta question, quand tu parlais et même à ta remarque, Jérôme, est-ce qu'on peut se dire victorieux si on a 80%? En quelque sorte, sur un plan strictement militaire, oui. Sur un plan même humanitaire, on donnera peut-être des chiffres, en tous les cas, on a fait au mieux de toutes les armées dans l'histoire de ce XXe siècle et XXIe siècle. Là, tu parles du nombre de civils palestiniens tués par rapport au nombre de terroristes. Nous sommes dans un ratio bien plus faible que ce qu'il y a pu y avoir en Syrie, simple, dans les autres guerres. En Irak, en Afghanistan et ailleurs. C'est bien simple, nous sommes dans un 1 pour 1 dans toutes les autres guerres, un civil pour un terroriste, pour dire le nom de l'ennemi. Et en Israël, dans tous les cas jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 1 pour 3. Donc ce ratio est très important pour comprendre combien, et le chiffre de soldats malheureusement décédés ou blessés, parce qu'on oublie de parler des blessés, de nos soldats blessés, ils sont au-delà des 12 000. Donc c'est dire combien effectivement il y a dans cette guerre un effort qui a été choisi par l'armée d'Israël, malgré qu'elle ait été, surprise, qu'elle ait manqué de préparation, qu'elle est responsable, en tous les cas, de quelque chose qui sera déterminé par une commission d'enquête après
guerre. Il n'empêche que cette armée-là a, avec le peuple, eh bien, été jusqu'à envoyer ses propres enfants dans les rues les plus densément peuplées du monde pour aller finalement minorer au maximum le nombre de victimes à Gaza. Sinon, on aurait fait comme les autres, dans les autres guerres, on aurait fait des tapis de bombes, et on se serait débarrassé de tous nos ennemis. Et ça aurait duré quelques heures. On peut rappeler que militairement, si on voulait raser Gaza, ça prendrait une demi-journée. Et donc finalement, nous sommes ici, dans un contexte où, comme si ce dilemme-là, qu'on vous pose à vous aussi, mais qui finalement donne toute cette complexité qui va bien au-delà de ces slogans radicaux, verticaux, qui nous sont servis par les médias, par des experts, voire même des politiques, qui fait que, pour répondre, est-ce qu'il y aura unité du peuple après? Est-ce qu'il y aura finalement une leçon apprise de tout cela? On avait fait, chers téléspectateurs, une émission avec mon ami Jérôme sur la commission Agrana. Combien, après la guerre de Kippour, les choses ont été absolument effarantes au sein de la société israélienne. Oui, tout à fait. Et les conclusions pleines de bons conseils. Mais d'un autre côté, pour revenir sur ce que tu disais, Evelyne, dans quel pays non dictatorial il y a de l'unité aujourd'hui? Est-ce que c'est pas la force de notre démocratie d'arriver à s'unir dans les temps les plus durs? Et on a eu cette union qui a duré quand même un certain temps. Mais quand on n'est plus dans cette question de menace existentielle, de laisser parler les voix des uns et des autres. Je trouve que c'est un petit peu tôt quand même pour considérer qu'on n'est plus dans une menace, même si j'entends bien les chiffres que tu as avancés ce soir. J'aurais vraiment aimé attendre un petit peu avant de nouveau de voir des clivages et des divisions de la société israélienne. Je suis d'accord, j'aurais aimé aussi, mais notre société est tellement complexe, et tellement riche que c'est dans son ADN. Mais le côté positif que j'y vois, c'est effectivement ce côté démocratique qu'on n'a pas dans beaucoup d'endroits. Et puis qui fait que cette société est toujours en chantier. C'est pas une société figée, c'est pas une société fermée, et c'est peut-être ça qui nous singularise du reste du monde, qui aujourd'hui voudrait nous mettre dans un schéma mortifère de les bons et les méchants. Non, il n'y a pas les bons et les méchants, parce que au sein de la population de Gaza, il y a des gens aussi innocents qui ont été les otages de tous ces groupes terroristes qui les ont abusés, tués. Je rappelle que au mois d'août 2023, c'est-à-dire 2 mois avant le 7 octobre, il y a eu une répression absolument spectaculaire du Hamas vis-à-vis de sa propre population, parce qu'elle réclamait simplement à manger. En rappelant en parallèle que des civils palestiniens ont participé aux attaques du 7 octobre et que des Palestiniens se sont réjouis à l'arrivée d'otages israéliens dans la bande de Gaza. Et qu'on précise même que d'ailleurs, parmi eux, ces civils palestiniens de Gaza étaient des gens dont la famille avait été amenée par des gens de kibbutz dans les hôpitaux pour y être soignés, et que même certains d'entre eux, de ces gens qui ont égorgé, éventré, tué, assassiné, violé, étaient des travailleurs qui étaient accueillis, qui étaient des ouvriers, des agriculteurs, etc. De la bordure de Gaza. Peut-être pour conclure, un petit mot sur la campagne de dons que Tandem TV lance ce mois-ci. Avis? Alors là, on va rester dans votre salon, hein. Là, on va rester dans votre salon. C'est très, très, très important que vous entendiez bien ce que nous avions à dire à propos de cette levée de fonds. Cette levée de fonds est absolument essentielle pour vous.
pour nous, pour que nous puissions encore entrer dans votre salon et pouvoir dispenser comme ça des questions, des formulations et aussi quelques réponses si tant est que nous pouvons les apporter au travers de nos intervenants ou nous-mêmes. En tous les cas, soyez avec nous, soyez des soutiens vraiment engagés avec nous, comme nous le sommes ici en Israël, pour chacun d'entre nous. Kol Yehudim Arevim Zelazé, tout Israël est spectateurs engagés des uns des autres, solidaires les uns des autres. Donc, soyez solidaires de Tandem TV. Envoyez vos dons à tandemtv.net/dons, D-O-N-S. Soyez généreux, de la plus petite somme à la plus grosse somme. C'est pour vous, c'est pour nous.